Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Au nom du Père et du Fils, une rencontre avec les écrivains Sabile Goussoub et Xavier Leclerc, animée par Salomé Kiner. Et enregistré en public en mai 2023 au Mucem, à Marseille, lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours. Je suis très heureuse de vous accueillir, Sabile Goussoub, Xavier Leclerc. On va passer une petite heure ensemble pour parler de vos deux livres, de ce qui les rapproche, mais aussi de ce qui différencie ces deux histoires. Sabile Goussoub, Beyrouth-sur-Seine est votre troisième roman. Vous êtes un homme orchestre, si j'en crois les biographies qu'on trouve de vous par-ci et par-là. On vous présente comme un photographe, un commissaire d'exposition, journaliste, chroniqueur et biographe aussi, puisque Beyrouth-sur-Seine raconte l'histoire de vos parents, Hanan et Kaïsar, libanais installés à Paris au milieu des années 70 pour une période de quelques mois qui deviendra quelques années, puis toute une vie à l'horizon de laquelle n'a cessé de se profiler ou de disparaître l'espoir d'un retour au Liban. On développera bien sûr ces différents aspects. Le retour au pays faisait aussi partie des rêves de votre père, Xavier Leclerc. Il s'appelle Mohand Saïd Aït Taleb. Il a disparu en 2020, mais il est ici vivant, dans Un homme sans titre, magnifique restitution d'une vie tournée vers la survie. Votre père est né en Kabylie, entre Béjaïa et Tizi Ouzou, mais c'est dans un HLM près de Caen que vous avez grandi, vous, Xavier Leclerc, sous les fourneaux de la Société métallurgique de Normandie, où votre père travaillait comme ouvrier. Ouvrier non qualifié, ce que précisait sa carte d'ouvrier, donc sans titre pour ses employeurs, et pourtant combien héroïque. C'est donc des pères, des fils et des identités construites à l'ombre d'exils douloureux qui nous réunissent aujourd'hui. Mais ce qui nous réunit davantage encore, c'est la littérature, un pays où la famine, les outrages et la guerre civile peuvent être adoucis par la langue et le travail de mémoire. Alors je voudrais qu'on accueille vos lecteurs et vos lectrices dans cette discussion, comme vous le faites tous les deux à l'orée, à l'entrée de vos livres respectifs, c'est-à-dire en présentant de manière extrêmement explicite le projet littéraire que vous entreprenez. Alors chacun d'une manière différente. Vous commencez vos romans par dire qu'est-ce qui nous amène, nous lecteurs, à vous lire en ces termes et quel est le projet que vous entreprenez. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire en fait ce qu'on peut appeler vraiment un contrat de lecture avec vos lecteurs et d'exposer aussi clairement votre intention et votre procédé d'écriture? Merci d'être venus aussi nombreux. C'est un énoncé qui est une sorte de clarification qui permet déjà de poser une invitation, parce qu'en fait, au moment où on commence à écrire, le chemin est long. Très très long, puisqu'il s'agit pour ma part de raconter l'histoire de mon père, de remonter aux années 30, et au moment où je commence à l'écrire, ce n'est pas du tout une posture, c'est vraiment un constat qui est celui de la difficulté, de la douleur anticipée. J'ai commencé à écrire ce livre au moment de la mort de mon père, et j'ai pris 15 kilos pour écrire ce livre, en quelques mois. Et c'était vraiment, on en a parlé. Est-ce que c'est le deuil ou l'écriture? Les deux. L'écriture, c'est une extension du deuil. Et c'est une recherche de fantômes et c'est une écoute de ces fantômes. Donc pour moi, le lien est très ténu. Et l'idée, c'était de promettre au lecteur que je ferais de mon mieux
Effectivement, la faim, F-A-I-M, c'est la sensation qui résume très très bien la vie de mon père, et notamment son enfance. On le dira peut-être pourquoi plus tard. Et c'est la sensation que j'avais moi à ce moment-là. J'avais besoin de réponses, notamment. Merci. Merci pour ton introduction, merci pour votre présence et je suis très content de faire cette rencontre avec Xavier, avec qui on a déjà fait d'autres rencontres. Alors moi, le début du livre, en fait, on est directement dans l'appartement parisien de mes parents, dans lequel ils ont vécu donc depuis à peu près 45 ans. Enfin, ils ont changé 2-3 fois, mais c'était toujours dans le même immeuble. Et je m'étais pas trop posé la question du début du roman, mais ça faisait déjà 3-4 ans que je travaillais sur un livre sur la guerre du Liban. Donc c'est cette guerre civile de 75 à 90 qui a fait fuir mes parents au début de la guerre et qui a fait qu'ils sont jamais revenus vivre au Liban. Et voilà, j'ai été comme beaucoup d'écrivains libanais ou beaucoup d'écrivains exilés qui viennent de familles qui sont exilées à cause d'une guerre civile, peu importe. On se retrouve à un moment à écrire généralement sur cette guerre et donc moi aussi j'ai voulu m'y pencher et je m'étais toujours demandé qu'est-ce que je dois raconter sur cette guerre. Est-ce que je dois la raconter en tant que telle, mais en même temps je l'ai pas vécu, mes parents non plus, ils étaient exilés, même si leur famille oui. Donc il y avait cette question de comment raconter cette histoire, la question de la légitimité, la question de la temporalité, et aussi cette question malheureuse qu'aujourd'hui le Liban va presque aussi mal qu'à l'époque de la guerre. Aux bombes près, tout va mal, tout est en train de disparaître d'ailleurs. Et donc en fait, j'ai voulu interroger mes parents, moi j'y arrivais pas du tout, donc moi je voulais m'empresser de le faire tant qu'ils étaient encore vivants. Et je me disais il faut que j'y aille, je connais rien de leur vie, rien de leur exil, etc. Et j'osais pas. Je suis retourné chez mes parents 7-8 fois avant d'oser poser cette première question très simple qui est comment vous êtes arrivé à Paris. Et en fait, quand j'ai posé la question, mon père m'a complètement envoyé balader. Il me fait une sorte d'humour noir en me disant « Je suis arrivé à l'aéroport d'Orly ». C'était ça sa réponse. Après, il m'a dit « Je suis arrivé à l'aéroport d'Orly avec ta mère dans la valise parce qu'elle rentrait encore dedans à l'époque ». Et donc ma mère est venue là, commencer à l'insulter en arabe, etc. Et je me suis dit en fait mon roman commence là. C'est-à-dire que le fils qui est là en face de ses parents qui fuient en fait la question parce que c'est trop dur de se rappeler pour eux. Et en fait dans cette fuite-là, dans cet humour-là, finalement c'était déjà la meilleure réponse qu'ils pouvaient me donner. Et finalement en racontant cette scène, je décrivais aussi l'appartement de mes parents et l'appartement de mes parents c'est Beyrouth avant la guerre. C'est le pays qu'ils ont connu avant de partir et que cette guerre commence. C'est une sorte de petite maison dans la prairie libanaise avec des tableaux, des fleurs, etc. Aucune trace de guerre, aucune trace de photos de la guerre, aucun livre sur la guerre. Et voilà, décrire cet appartement et raconter cette scène, c'était la meilleure entrée possible, je pense, pour ce livre. Alors vous l'avez chacun dit à votre manière, vous partez tous les deux de matières extrêmement différentes. Vous courez après le temps et vous essayez d'interviewer vos parents tant que c'est encore possible. Et vous partez avec une matière qui est extrêmement ténue puisque non seulement votre père vient de décéder, mais même de son vivant, votre père était un grand taiseux et par ailleurs l'endroit d'où il vient, l'endroit où il a grandi, contrairement à la famille de Sabile, est très peu documenté. Alors du coup on se demande, je me disais peut-être que la situation de Sabile est un avantage. Et en fait, plus on avance dans le livre et plus vous parlez de cette interview et plus on se dit, mais finalement, cette matière vivante, est-ce que c'est pas une complexité supplémentaire dans l'écriture? Alors du coup, peut-être respectivement, Xavier, comment vous avez travaillé avec ce peu de matière? Comment est-ce que l'écriture est venue peut-être combler certains manques? Comment est-ce que vous êtes accommodé de cette situation? Et puis ensuite... Alors, dès l'énoncé, en fait, j'évoque une tentative de recherche de vérité. J'évoque aussi, en fait, pour faire simple, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore lu le livre, en 1939, Albert Camus a 25 ans. Il habite à Alger. Il prend le bus pour se rendre en Kabylie, en région montagneuse, et il va écrire une série d'articles une série qui va s'intituler Misère de la Kabylie, puisque chiffre à l'appui, il va décrire une misère insondable. Les gens sont épuisés, tombent de faim et de fatigue. Un système colonial dont le code forestier qui interdit aux gens jusqu'à la cueillette du bois pour se chauffer ou des glands pour faire la farine traditionnelle. Le même code forestier impose un permis de marchandage, lequel est payant. Autrement dit, on asphyxie économiquement, socialement la population locale. Et Albert Camus est absolument consterné. Un système fiscal qui fait que les gens travaillent 3-4 mois par an gratuitement pour payer des impôts. Et Albert Camus qualifiera, c'est le mot qu'il utilise, cette situation d'esclavagisme. Les gens littéralement tombent de fatigue en chemin pour les champs dans lesquels ils travaillent.
Et il va décrire cette catastrophe humanitaire et une séquence où il va décrire des enfants qui se battent contre des chiens errants pour des restes. Et il se verra répondre par un vieux adossé à un mur, c'est comme ça tous les jours. Et parmi ces enfants, il y avait mon père, ou l'enfant qui deviendra un jour mon père. Et donc, au moment de la mort de mon père, je découvre ces articles de Camus, écrits 80 ans plus tôt, et ça m'a fait l'effet vraiment de lettre écrite à un ami en réalité. Parce que ces articles très posés, très sobres, il s'interdisait toute exaltation, disait-il lui-même, face à la beauté des paysages, à cause de cette indécence de la pauvreté. Et donc, ça m'a fait l'effet d'informations très précieuses aussi. Et j'ai, grâce à ces articles, renoué avec des bribes que mon père m'avait racontées, notamment les racines. Mon père m'avait dit ce truc de dingue de manger des racines pour survivre, et ça voulait pas dire grand-chose pour moi. Et en lisant ces articles, effectivement, Camus évoque les racines qui sont mangées pour survivre. C'est donc l'histoire, pour conclure, l'histoire d'un enfant qui mange des racines pour survivre, ensuite se déracine pour que nous, ces enfants, puissions nous enraciner. C'est vraiment l'histoire d'un sacrifice. Et à sa mort, je l'ai apprise du reste comme une sorte de début de l'étranger à la Meursault. Vous vous souvenez, aujourd'hui papa est mort, peut-être hier, je ne sais pas. Eh bien moi je l'ai appris par un email, papa est mort, sans un point final. Et il y avait quelque chose de complètement absurde. Je ne l'avais pas revu depuis 20 ans. Et il y avait quelque chose d'absurde à cette mort. Et cet anonymat-là, pour moi, m'a mis dans une situation vraiment d'indignation en réalité. Donc j'avais besoin d'écrire sa vie, de mettre moi-même ce point final à cette phrase. Cet homme le méritait. Merci. J'ai oublié la question. Cette matière vivante que sont vos parents, extrêmement loquaces, mais pas toujours là où à l'endroit où vous le souhaitez. Chacun à leur manière, parce qu'on parle beaucoup du rapport au père, parce que c'était un petit peu. Mais votre mère est extrêmement présente dans votre livre, qui est un petit peu elle représente un peu la transmission dans la famille. En tout cas, elle prend ça en charge très sérieusement à travers différents médias. Comment est-ce que je dis ça parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre de Sabile, la gestion WhatsApp de votre maman est quand même assez hilarante. Et donc voilà, comment est-ce que vous naviguez dans cette masse de récits qui vous est fait au fur et à mesure de vos visites, et comment vous l'utilisez à votre tour pour écrire un livre? C'était une des premières matières. La première matière pour écrire ce livre, ça a été de découvrir les archives de famille il y a 6-7 ans. En fait, ma mère est arrivée à Paris en 75. Elle a commencé à beaucoup photographier sa vie donc parisienne. Et j'avais découvert ces images il y a 6 ans, alors que je travaillais sur un projet photo au Liban. Et j'avais découvert dans ces images un territoire que j'avais jamais vu ailleurs, parce que c'était un Paris très libanais, très arabe, de par les peintures, les sujets. Il y avait des vidéos où finalement tout le monde parle en arabe, etc. Et que si on voit pas l'extérieur de l'appartement, on se croirait pleinement au Liban ou à Beyrouth. Et donc il y avait ça, puis il y avait beaucoup de correspondances, parce que donc avant WhatsApp on s'échangeait des lettres, et donc ma mère, pour échanger avec ses frères et ses parents qui vivaient au Liban cette guerre-là, échangeait beaucoup de lettres, et donc je vivais avec des box de lettres comme ça que ma mère avait échangé avec ses frères, et je me l'étais gardé. Je me disais toujours, voilà, cette matière, il y a quelque chose dans ces lettres, il faut en faire quelque chose. Et puis finalement, je me suis mis à m'entretenir avec mes parents, et effectivement, plus on s'entretient avec ses parents sur leurs années passées, sur ces moments de guerre, plus on se perd. J'ai vite compris que j'allais pas comprendre la vérité, qu'il n'y en avait pas qu'une, qu'il y en avait 50 000, que raconter l'histoire de cette guerre était impossible, que raconter l'histoire de mes parents non plus. Finalement, ce que je raconte dans mon livre, c'est pas l'histoire de mes parents, c'est la vision qu'un fils a de ce que mes parents ont bien voulu me raconter à un moment. Enfin voilà, c'est une sorte de, c'est de la fiction absolue. C'est pour ça que même pour moi, c'est même pas, quand on me dit récit ou biographie, non, c'est vraiment un roman. C'est un fils qui s'accapare l'histoire de ses parents, et je finis mon livre par moi qui retourne voir ma mère encore pour lui poser une question, et il me dit, mais va-t'en, laisse-moi tranquille, tu connais rien de ma vie, alors que ça fait 60 heures que j'ai fait des entretiens avec elle sur sa vie, justement. Et je trouvais ça bien parce qu'elle me remettait à ma place, voilà, d'enfant qui ne connaît pas la vérité, la vie de ses parents, et en même temps d'écrivain, voilà, qui raconte son histoire avec la fiction qui se fait. Mais voilà, ces récits étaient géniaux, parce qu'en même temps je remplissais des trous que vraiment je savais pas quel métier ils avaient exercé, par exemple. Donc voilà, il y a des choses comme ça que j'ai appris à savoir. Et puis il y a plein de silences, les silences de la guerre, les silences de frères de ma mère qui ont parfois commis des massacres ou pris les armes, etc. Voilà, personne ne veut en parler.
Et voilà, ces silences, j'ai voulu les faire entendre, moi, par contre, dans le livre. J'aurais pu percer dedans, c'est des sujets de littérature, les silences. Hein. Je peux écrire un livre même que sur le silence d'un massacre d'un de mes oncles. Et là, je voulais raconter autre chose, l'histoire de cette génération d'après. Je me considère comme un petit enfant de la guerre. Je suis né en 88, la guerre s'est finie en 91. Et beaucoup de gens de ma génération au Liban, voilà, on fait pratiquement même tous face à des silences. Quand on interroge nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, généralement, on nous raconte rien ou presque rien. Et il faut beaucoup insister, énormément. Et moi, je crois que l'exil de mes parents m'a beaucoup, cet exil-là leur a permis de raconter peut-être plus de choses que des parents qui sont encore au Liban et qui vivent encore la situation du pays. Et donc voilà, pour moi, il y avait une très grande importance dans les silences dans les discussions qu'on avait. En tout cas, à faire résonner dans le livre. On a parlé de l'enfance de votre père. Peut-être que vous pourriez l'un et l'autre nous faire un espèce de petit portrait sociologique de vos pères respectifs, et parce que je trouve que ça aide aussi beaucoup à comprendre la bascule de statut que provoque parfois l'exil. Et alors c'est des cas très différents, mais voilà, au-delà de l'enfance, qu'est-ce qui se passe avec votre père? Qui est-il et comment quelle est sa place justement dans la société à son arrivée en France? Alors, à son arrivée en France ou à son enfance? Alors, les deux. Alors, mon père, c'est l'archétype de l'enfant indigène, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, des années 30, l'Algérie française, 9 enfants sur 10 dont il faisait partie n'allaient pas à l'école, donc il restera analphabète. C'est important de le préciser. Ensuite, il fait partie de ces enfants travailleurs. Donc il va longer le pays dans un cortège avec d'autres enfants pour travailler de champ en champ, notamment à la récolte dans les vignes, etc. Et puis il va aussi, à un moment donné, travailler à vendre du charbon de bois. Voilà, c'est des métiers typiquement d'enfants indigènes. Et il fera ce qu'il pourra. Et voilà pour les années 30. Arrive Camus en 39, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et pour balayer rapidement, il a donc une enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une adolescence pendant ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie, puisqu'on appelait ça le maintien de l'ordre ou les événements. Il y a quelque chose de très festif dans cette expression, mais qui participe du déni de l'époque. Et donc, en 62, indépendance, il arrive en France, typiquement l'archétype de l'ouvrier immigré. Il faut savoir une chose intéressante sur le recrutement des ouvriers immigrés maghrébins. À l'époque, même après l'indépendance, arrivaient des agents du recrutement. Ils allaient dans les hameaux kabyles, principalement pour l'Algérie, ou même dans des bleds un peu reculés ailleurs. Ils alignaient les hommes torse nu et ils palpaient les mains, ils regardaient la blancheur des dentitions, la composition des épaules, la tenue. Et c'était ce que j'appelle vraiment un recrutement vétérinaire. Et donc, un tampon vert pour ceux qui étaient acceptés, un tampon rouge pour ceux qui n'avaient pas le physique requis. Ensuite, une enveloppe leur était donnée qui comptait un moyen de transport pour Marseille. Et de Marseille, ils étaient dispatchés selon les besoins des 30 Glorieuses, un peu partout en France, à l'usine Renault, métallurgique, le Nord, enfin, suivant les besoins. Mon père a été torturé pendant la guerre d'Algérie. Quand il m'a raconté ça, il a terminé en me disant « mais ce ne sont pas des vrais Français qui ont fait ça ». Et pourquoi je dis ça ? Parce que mon père n'a jamais eu de ressentiment à l'égard de la France. J'ai jamais entendu dire la moindre chose contre la France. Et moi, ça a posé un interdit aussi au ressentiment. Donc je suis dans une volonté d'apaisement et dans mon écriture aussi. Je trouve que d'abord je me garderais bien de juger qui que ce soit. J'ai choqué un peu tout le monde quand j'étais à Caen récemment. J'ai dit mais il faut avoir de l'empathie même pour le jeune qui a torturé mon père, parce que c'est une chose d'avoir vécu la torture, mais c'en est une autre de l'avoir infligée. Il faut vivre avec ça après. J'imagine facilement que le gamin de 20 ans il rentre chez lui à Dunkerque ou j'en sais rien en Alsace ou que sais-je, avec ses souvenirs horribles. Et il faut transmettre ça ou pas dans les tabous familiaux. Et donc, c'est pas de l'histoire de l'Algérie dont il s'agit, c'est de l'histoire de France. Et il faut collectivement, aujourd'hui, on a un tournant collectif. C'est aussi ça l'énoncé de ma promesse dans ce livre. C'est ce tournant duquel on participe tous aujourd'hui, qui est une volonté d'apaisement. Et ça, c'est très, très important. J'ai eu une dame ensuite qui est venue complètement en larmes me voir après la rencontre, et qui sous-entendait qu'elle avait compris que son grand-oncle
avait probablement commis des actes de torture. Et je lui dis, vous trouvez pas que c'est magnifique que je sois là à vous consoler? Est-ce que là il se passe pas quelque chose de littéralement miraculeux? Et je pense que si la littérature peut servir à ça, c'est déjà pas mal. C'est très beau comme histoire, ça, avec cette femme. Alors le mien vient nous on vient d'une famille chrétienne. Enfin, mes deux parents, mon père vient d'un village chrétien de la montagne. Il vient d'une petite famille très traditionnelle. Quand je dis très traditionnelle, c'est que la semaine dernière, j'étais encore chez eux et ma tante a dit que j'allais en enfer parce que j'ai pas fait ma première communion. Et elle était très sérieuse dans cette idée-là. C'est que vraiment, j'étais le diable en personne. Et lui, en fait, est sorti de ce petit milieu vraiment très traditionnel, très chrétien, même très, très modeste à travers les livres. C'est vraiment les livres qui lui ont ouvert l'esprit, ouvert la liberté, et ça lui a donné envie de faire du théâtre, et voilà, il est devenu communiste. Enfin voilà, il a une histoire très différente de sa famille, et c'est les livres qui l'ont emmené à ça. Lui, c'est un homme de la langue arabe. C'est même pas du tout le type général de Libanais qu'on voit en France, qui est chrétien, très francophone, etc. Il est arrivé en France, il parlait très mal le français, et était vraiment arabophone, et il venait ici pour étudier 2 ans le théâtre, et il pensait retourner donc vivre au Liban, vivre de sa plume. Et donc la guerre est éclatée, et finalement il est resté ici, et c'est vrai que en restant en France, finalement, il a fait le deuil de cette vie artistique parce qu'une fois qu'est-ce qu'on fait de sa langue de l'exil une fois qu'on est en France? À l'époque, voilà, écrire en arabe et parler arabe, aujourd'hui ça peut être un plus peut-être pour nous quand on sait maîtriser les 2 langues, mais à l'époque quand tu parlais que arabe et t'arrivais en France, il y avait pas de travail pour toi, en tout cas dans le milieu artistique, c'est sûr qu'il y avait pas de travail. Donc voilà, il a fait l'abandon de ça, il est devenu prof d'arabe, et puis après voilà, il a fait sa vie en France, et puis il a monté les échelons. Mais donc voilà, il s'est vraiment libéré, lui. Ce qui est assez beau, assez touchant dans son histoire, c'est que c'est vraiment, il s'est libéré de son milieu dans lequel il vivait, qui est vraiment un milieu très réactionnaire, à travers les livres, la littérature, le théâtre, etc. Et c'est vrai que dans mon livre, c'est un hommage aux deux, mais il y a peut-être un hommage plus fort au père, parce que j'ai parfois l'impression que quand j'écris pour lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pas pu écrire dans sa vie et exprimer sur le Liban, sur l'exil, sur la France, enfin peu importe, sur l'amour, etc. J'ai l'impression de le faire indirectement, alors qu'évidemment il m'a juste rien demandé dans sa vie. Mais voilà, quand j'écris, j'ai l'impression alors que je suis très loin de croire en des missions qu'on porte, mais voilà, parfois seul face à mon écran, je me dis tiens, j'écris ça pour mon père, quoi, que je le fais pour lui. C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que c'est là où on se rejoint et on se sépare. Parce que ton père, lui, est très éduqué, le mien pas du tout, mais il partage quelque chose de très très fort, c'est l'expérience de la guerre. Et ils ont donc en commun le mutisme qui est propre à ceux qui ont connu la guerre. Cette incapacité à en parler, et nous, par conséquent, on hérite de ce silence, on hérite de cette mémoire qui n'est pas articulée, qui n'est pas dite. Et je pense qu'ici, dans cette salle, nous avons tous, vous seriez surpris de l'apprendre, hérité de la guerre. Et je pense que si vous vous renseignez auprès de vos parents, vos grands-parents, ou de vos vies en général, vous verrez le lien avec la guerre. Les guerres est très très fort, notamment la guerre d'Algérie pour les Français. Et je pense que c'est une sorte de cancer qui peut se métastaser dans le temps à travers les générations s'il n'est pas articulé à un moment donné. Je pense qu'il y a un travail qui relève même de la thérapie, de mettre des mots sur ces mots MAUX du passé. L'idée pour moi, c'est d'évoquer le passé pour le dépasser. C'est-à-dire que notre proposition à Sabile comme la mienne, c'est ne pas de ressasser sur un registre d'inventaire et de vindication quel qu'il soit. L'idée, c'est de vraiment dépasser les choses et de vivre dans notre temps. En fait, on n'est ni nostalgique, ni ce qu'on recherche, c'est de créer une plateforme très saine pour avancer historiquement. Et je sais qu'il est très à la mode de juger de manière anachronique, ce qui n'a aucun sens. Moi, j'ai dit ça à des étudiants à Londres encore la semaine dernière. Je leur disais, gardez-vous bien de juger, parce que la nouvelle génération adore juger. Je leur disais, vous savez, à vouloir annuler tout le monde, vous allez vous-même y goûter dans 10 ans, parce que, vous savez, la Révolution française, à force de guillotiner tout le monde, on finit par être guillotiné. Et ils m'ont regardé, bah non, nous on n'a rien fait de mal. Bah si, en fait. Et je les ai un petit peu challengés, je leur ai dit, mais vous savez, je prends quelques photos de vous sur Instagram et j'ai des dossiers à n'en plus finir. Alors je fais la liste, je leur dis, vos fringues sont fabriquées par des enfants à l'autre bout du monde.
c'est pas. Ensuite, vos trucs de Starbucks et que sais-je là, vos machins, vos verres en plastique ou je sais pas quoi là, c'est pollution, environnement, c'est mort. Ensuite, vous mangez des burgers ou que sais-je, la viande, conditions animales. Donc, on va vous annuler, mais de tous les côtés dans 10 ans. Donc, ne jouez pas les malins à critiquer les gens en 1830 ou même plus récemment, parce que ça s'appelle la condition humaine. C'est pour ça que moi j'ai un rapport très apaisé à l'histoire. J'estime que quand il y a des zones d'ombre, quand je vous parle par exemple du code forestier, c'est comme ça. Voilà. C'est pas ma manière d'envisager les choses. Je me dis pas c'est les Français ou les méchants Français, les anti-algériens. C'est juste la condition humaine. Des fois on est du bon côté, des fois on est du mauvais côté, mais c'est juste comme ça. C'est terrible, mais c'est la condition humaine. Donc j'essaie d'avoir une lecture très détachée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'une seule humanité et on en fait tous partie. Et la guerre, ça ne se gagne pas. Personne n'a gagné la guerre d'Algérie. Ça ne laisse que des malheureux derrière, quelles que soient les origines. Puisque vous parlez de la guerre en héritage, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que votre père était le petit-fils d'un homme qui est mort pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, ça fait partie de son de sa biographie et vous précisez d'ailleurs dans le livre à un moment donné quand vous parlez de votre rapport à la France, vous dites ça fait des générations et des générations que on donne dans votre famille qu'on donne des choses à la France et donc comment ne pas se sentir français. Mais je l'ai compris très très tard. Il a fallu que j'aille vivre en Angleterre pour apprendre que j'étais français. C'est un grand. Ma vie a quelque chose de très tragicomique en fait dans ma vie en réalité. On devrait mettre une caméra sur mon épaule parce que c'est vraiment à mourir de rire au quotidien ce qui se passe dans ma vie. J'ai mis très longtemps à le comprendre en fait parce que je suis né en Algérie, en Kabylie, dans les hameaux que Camus a visités 40 ans jour pour jour après sa visite. Et ensuite, dans le cas du regroupement familial, je me retrouve en Normandie. Mon père avait d'abord vécu dans un baraquement, ça fait très misérabiliste de le dire, mais c'est comme ça, dans un terrain vague traversé par la route nationale 13 en banlieue de Caen. Et ensuite, dans les HLM d'une cité dortoir qu'on appelle Hérouville-Saint-Clair. Et donc, moi, bon élève, j'avais une carte d'autorisation de circulation de territoire pour étrangers mineurs jusqu'à très 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 tard. Et donc, j'ai fini par y croire que j'étais étranger et mineur. Et donc, je connaissais ma place dans la société et voilà, j'étais le gamin, vous savez, ces gamins maghrébins qui traduisent à sa mère partout où elle va, le chauffeur de bus, le machin. Moi, je faisais les allers-retours comme ça. Et donc, voilà, j'ai fini par croire que j'étais étranger et il a fallu que j'entende des blagues contre les Français en Angleterre pour commencer à comprendre qu'on me prenait pour un Français. Alors je me suis dit, c'est formidable. Quelle est cette cape d'invisibilité? Et donc voilà, c'était une étape de prise de conscience. Le tout, comme vous le dites, avec un physique d'Italien qui vous faisait quand même passer... Okay. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais... Sabile, pardon. Comment est-ce que l'adolescence est un passage que vous évoquez dans votre livre et c'est aussi un moment clé dans la construction d'une identité et dans le rapport, le rejet parfois qu'on a de ses parents. Comment est-ce que alors vous le retour au Liban, c'est vous qui l'avez fait à la place de vos parents puisque vous y avez travaillé plusieurs années, que vous avez plusieurs fois essayé d'aller à la reconquête de ce pays hautement fantasmé dans la mémoire familiale, mais dont la réalité ne correspondait jamais à vos espérances et aux espérances de pas beaucoup de Libanais en exil. Comment est-ce que, adolescent, vous avez vécu cette double identité ? Mais je crois qu'il d'ailleurs, juste italien, je crois que c'est les chaussettes et les chaussures qui font ça. C'est très milanais d'ailleurs, si on peut être très précis. J'ai habité à Milan, c'est vrai. Ça laisse des marques. Hein. Mais moi, je suis bon élève, je m'intègre. À Rome, on s'habille comme les Romains, à Milan aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Sur la double identité, alors moi je me posais pas la question jusqu'à mes 17 ans. En fait, jusqu'à la guerre de juillet 2006 qu'il y a eu entre le Liban et Israël, et c'est le moment où je venais d'avoir mon bac, moi en France. Pour moi, le Liban c'était le lieu où on allait en été. Mes parents m'avaient bien épargné les ruines de la guerre, donc en fait à chaque fois qu'on y allait, je voyais les checkpoints syriens parce qu'on était occupé par les Syriens à l'époque, donc je voyais bien qu'il y avait un problème. Mais voilà, j'ai jamais vu des traces de la guerre avant, et c'est vrai que cette guerre de 2006, ça fait pas. Enfin, je suis passé d'un petit con parisien
bon, se faisait insulter de sale juif et de sale arabe à l'école, mais voilà, je savais pas ce que c'était être libanais. Mais je comprenais bien qu'il y avait un problème avec mon nom, mon prénom, peut-être ma gueule. Enfin voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose. Et c'est vrai que cette guerre-là, je me souviens très bien. J'étais justement, voilà, je devais être en vacances parce que je venais d'avoir mon bac avec mes amis. Ma mère m'appelle, me dit notre pays est en guerre. Et donc je rentre à la maison, déjà cette phrase notre pays, je savais pas trop ce que c'était, et donc je vois mes parents devant la télé libanaise et ils sont effondrés en larmes, et donc je vois ces rues quand même que je connais, etc. Je sais qu'il y a toute ma famille là-bas qui est en train de vivre cette guerre, et tout d'un coup je réalise qu'il y a quelque chose émotionnellement qui se passe à l'intérieur de moi en me disant en fait je suis lié à ce pays, il y a quelque chose de tout d'un coup tout résonnait, toutes les discussions politiques que j'entendais quand j'étais petit, tous les livres que mes parents lisent, enfin voilà, tout résonnait enfin. Et c'est là, ça a été un vrai déclic, cette guerre-là pour moi. C'est là où j'ai pris conscience d'une certaine libanité à l'époque, j'emploierais plus ce terme-là aujourd'hui, mais voilà, d'un certain lien que j'ai voulu reconquérir, sachant que ma mère, en plein milieu de cette guerre, au lieu de faire comme tous les Libanais ou Franco-Libanais qui étaient au Liban et qui se sont dit on quitte le pays et puis on rentre en France, voilà, les Français parfois permettaient à travers des bateaux de passer par Chypre, etc. Ma mère a fait tout le contraire. Au bout de 15 jours de guerre, elle nous a dit on va au Liban. Donc on est allé en Syrie, on a pris le taxi, on s'est retrouvé en plein milieu de la guerre au Liban à vivre les 18 derniers jours de la guerre au Liban, parce que pour elle c'était trop dur de vivre encore une guerre de loin et une guerre loin de sa mère, loin de ses frères, etc. Donc elle nous a traînés avec nous et je crois que ça a été un moment marquant dans ma vie parce qu'à partir de là, tout a changé. C'est-à-dire que j'avais appris un peu l'arabe et tout d'un coup, je me suis complètement plongé dedans et maintenant je le maîtrise complètement. C'est là où je me suis dit, en fait, je veux retourner vivre au Liban. C'est là où j'ai commencé à écrire des premières histoires qui se déroulaient au Liban. Et donc voilà, le lien est devenu très fort. Et c'était plus une question de double identité. Moi, je pense que je dirais pas comme toi que je me sens français, mais je dirais pas que je me sens libanais non plus. Je me sens plus rien, honnêtement. Je me sens très lié à la langue française, je me sens très attaché à la langue libanaise, et d'ailleurs pas forcément à l'arabe littéraire, mais vraiment à la langue libanaise, le dialecte libanais. Et c'est ça qui me tient à ces pays. Et au fond, non, parce que pour moi, le français, c'est aussi le Liban. Au Liban, il y a la bourgeoisie chrétienne qui a parlé français, évidemment, mais il y a aussi tout un milieu intellectuel libanais qui a écrit beaucoup en français, qui a même conçu ce pays en français et en arabe. Donc voilà, pour moi, ces deux langues font partie d'une culture française, pas que africaine, arabe, libanaise. Voilà, quelque chose de plus large quelque chose qui dépasse ces deux pays-là, en tout cas pour moi. Xavier Leclerc, est-ce que vous seriez d'accord de lire l'extrait qu'on a choisi ensemble de votre livre, s'il vous plaît, qui nous donne à voir un petit peu cet homme qui est votre père? C'est très court. Je n'aime pas mes photos d'enfance. Sur celle-ci avec des scellés... Pardon, je répète. Je n'aime pas mes photos d'enfance. Sur celle-ci avec des scellés à œillets qui datent de 1986, je dois avoir 6 ans. Assis dans un photomaton de la galerie marchande, où j'affiche un sourire espiègle en noir et blanc. J'ai gardé la carte de transport, dite famille nombreuse. Le voyage vers le passé, lui, n'est pas au tarif réduit. Il me coûte même plutôt cher. Le vécu et les sensations ressemblent en cela au ticket de bus oblitéré, pour qu'il ne puisse jamais servir 2 fois. Et pourtant la mémoire esquille, pour revivre des transports désormais interdits, parce que le temps reste aussi implacable qu'un contrôleur. Pour écrire sur mon père, je redeviens le môme désemparé, assis dans le bus à ses côtés. Il avait l'air mélancolique et perdu. Son costume d'ouvrier n'était jamais froissé. Je l'observais en silence. Lui qui avait un très beau regard vert porté vers l'avant, comme s'il attendait du chauffeur une quelconque directive. Rien ne le sortait de son mutisme, pas même le grésillement de la machine à composter. Alors, je suis contente que vous ayez spontanément choisi cet extrait parce que c'est un extrait que je trouve très beau et sur lequel je voudrais m'appuyer pour vous poser une question à tous les deux. Il y a peu de choses que vos pères respectifs partagent, mais par contre, le costume, ça oui. Il y a des très belles scènes dans vos livres respectifs. Donc, vous parlez de son costume d'ouvrier qui n'était jamais froissé. On le voit à la fin du livre puisqu'il y a une photo de votre père. Oui. Et vous, Sabile, il y a ces scènes absolument magnifiques de votre père en costume qui nourrit les pigeons ou alors qui va faire des paris sportifs au PMU, seul joueur habillé en l'état. Et je trouve qu'en fait, dans ce costume, il y a beaucoup de choses qui se disent, évidemment, d'une
du déclassement que l'exilé subit souvent à se sortir de son environnement, et aussi dans l'acte d'écriture de deux fils qui regardent leur père qui a vécu tant de privations, tant de sacrifices, et qui en fait lui redonne toute sa dignité à travers ce costume. Comment est-ce que vous voyez cette image, cette image-là? Il y a le costume et il y a le silence quand même. Alors le mien insulte beaucoup, etc. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de son silence, et quand tu parles du silence de ton père, moi il y a quelque chose qui me rappelle vraiment très fort le mien, des gens assez taiseux qui disent rien. Le mien, si c'est pour parler, c'est juste pour insulter, mais donc c'est pour ne rien dire, parce que finalement ça n'apporte rien, ça ne fait avancer en rien les histoires. Mais le costume, oui, mon père se traîne avec ce costume croisé qu'il a. Alors c'est quelque chose de très générationnel aussi, de ces gens du monde arabe, ces intellectuels du monde arabe des années 50, 60, 70 qui traînaient tout le temps avec leur costume et qui ne sortaient que en costume, etc. On en trouve encore dans les rues au Liban. Je suis sûr qu'à Alger on doit en trouver encore quelques-uns, etc. Et c'est quelque chose qu'il a jamais quitté. Effectivement, mon père traîne dans les PMU, il passe son temps dans les PMU, il joue beaucoup aux courses, et il est toujours seul comme ça, donc dans les PMU assez sordides, donc effectivement il y a personne en costume croisé, et donc lui il est là avec son costume croisé, un peu les chaussures comme toi, avec des chaussettes peut-être parfois de couleur, et il est là avec des sacs plastiques, tous les journaux arabes généralement, ses recueils de poésie, maintenant mes livres, et il est là, il écrit de la poésie dans des endroits où il y a que des tickets partout, PMU, et ces scènes sont complètement surréalistes. Et je sais pas ce qu'il essaie moi j'avoue, je sais pas ce qu'il essaie de garder, peut-être un peu de dignité, ça doit être de la dignité, ouais, qu'il essaie de garder à travers son costume, même si je sais pas très bien, mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il tenait toujours à sortir comme ça, même le dimanche, même tout le temps, maintenant qu'il est à la retraite et qu'il a aucune raison de garder cette posture-là. Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit qu'un costume c'est un uniforme, et l'uniforme c'est le propre de la guerre? Sont des hommes qui portent un uniforme au quotidien, voilà, fût-il celui de la dignité, de l'acceptation sociale, de la légitimité. C'est intéressant qu'ils soient entourés aussi de tickets de PMU, parce que les jeux de hasard, dans une vie aussi absurde, la question du hasard est très très importante. Et voilà. Le costume, c'est l'uniforme, et c'est aussi ce qu'on enfile pour devenir un personnage. Oui. Il y a aussi ça. Donc, oui, parce que ce sont des grands menteurs. Nos parents, ce sont des acteurs. Les enfants aussi. Hein. Les chiens font pas des chats. Hein. On a hérité de ça. Mais ce sont des mensonges magnifiques, parce que ce sont des mensonges qui recouvrent une souffrance, une déchirure extraordinaire. Et donc, moi, je dis souvent, mon père, il me fait penser des fois à Roberto Benigni, parler d'Italie. Principessa. Mon père, c'était ça aussi, à sa manière. C'est-à-dire que s'il avait pu nous faire croire qu'il était riche, il l'aurait fait. Ma mère, encore plus. Ma mère, c'était une duchesse, elle allait au bled. Vous savez, les cantines de fer, là. Elle mettait du tissu, des miroirs avec des bordures roses en plastique, des doliprane, des stylos bic. Tous les trésors de la terre étaient dans cette malle en fer. On arrivait au bled l'été, c'était l'énième retour final, mais à chaque fois, c'était pas le retour final. Et donc, on se retrouve là, elle répartit les largesses, et c'est l'archiduchesse, là, la cour des miracles, et je vois dans les yeux des gens qu'on vient de Versailles, en fait. Et donc je me dis, mais c'est extraordinaire, cette leçon de dignité. Donc c'est un grand mensonge, encore une fois, mais qui cache une déchirure extraordinaire, c'est émouvant. Et moi, enfant, je voyais bien que ma mère, elle jouait la comédie, en fait, qu'elle essayait de vendre une sorte de légitimité, que tous ces sacrifices n'étaient pas en vain. C'est bouleversant, en réalité, ces gens qui mettent un costume comme un rideau pour cacher ce qu'on veut pas forcément montrer. Ça s'appelle la dignité. Ce sont des gens qui se sont jamais plaints. Pour moi, pour ça que ça s'appelle un homme senti, c'est une autre aristocratie, une aristocratie sans armoirie, sans titre. Voilà, ce sont des gens qui ont un comportement que je trouve chevaleresque, vraiment, de dignité absolue, et qu'aucun des diplômes à l'université n'aurait pu m'apprendre. Très belle hommage à ces villas. Je voudrais, tant qu'on a encore le temps, parler d'un personnage qui est
extrêmement important dans vos livres respectifs et vous demandez comment l'écrire, c'est l'histoire avec un grand H. Sabile, vous écrivez il est difficile d'écouter la vie de mes parents sans avoir une bonne connaissance des guerres au Proche-Orient, tant leur histoire est liée à celle de cette région. Et donc vous ne pouvez pas faire l'économie de raconter cette histoire sans raconter l'histoire du Liban, qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, plusieurs fois vous pédalez un peu dans la choucroute, vous le dites, hein, je sais plus par quel bout. Donc voilà, quand on a une composante aussi importante à faire entrer dans la petite histoire, comment techniquement on compose une histoire intime qui est si étroitement liée à la grande histoire. Comment, en tant qu'écrivain, vous en dépatouillez? Tu veux commencer? Moi, c'était un vrai problème. C'était un vrai poids, cette guerre du Liban. Je travaillais en parallèle avec beaucoup de photos et à un moment, je composais parfois des livres photos au lieu d'écrire mes livres pour essayer, je sais pas, me donner un certain ordre, etc. Et il y avait une série de photos que j'avais fait de 300 photos où j'avais traversé toute l'histoire de mes parents et je m'étais forcé à supprimer toutes les traces de la guerre de leur histoire en me disant, j'ai juste envie de raconter une histoire d'amour entre deux personnes, un père et une mère. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est possible dans ce livre, en racontant leur histoire, de raconter juste une histoire d'amour entre ces deux personnes? Et c'était impossible, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à brancher le micro et que mes parents ont commencé à me raconter leur vie, alors que dans les albums de famille que ma mère a composés, il y a aucune trace de guerre, alors que dans ce qu'ils m'ont toujours raconté de leur vie, ils m'ont jamais parlé de la guerre. Là, tout d'un coup, quand je les enregistrais, je leur posais des questions, il y avait plus que ça qui sortait. Il y avait rien d'autre que la guerre. Le début de la guerre, le milieu de la guerre, les massacres, quand ils y allaient, ce que leurs frères et leurs sœurs ont fait, les guerres autour, parce que la guerre du Liban, c'est une guerre qui est liée au conflit israélo-palestinien, qui est reliée à l'Iran, avec le Hezbollah qui arrive en 82, etc., etc. Et même leur exil parisien, pendant leur exil parisien, ils ont subi des attentats qui étaient liés au conflit du monde arabe de manière générale à Paris. Parfois, c'était la guerre Iran-Irak, et ma mère travaillait par exemple à l'ambassade d'Irak, et il y a une prise d'otage dans l'ambassade d'Irak qui était liée au problème palestinien, mais aussi au conflit du Golfe. Et donc voilà, en fait, à chaque fois... Ça arrive sans cesse à vos parents. En fait, enfin, sans cesse, plusieurs fois, ils se retrouvent sur les lieux d'un attentat. Ouais. D'ailleurs, tu parlais du hasard, voilà. Tu quittes ton pays, tu te retrouves à vivre 3 attentats à Paris liés à ça, alors que t'es venu à Paris pour justement fuir cette guerre-là et ces conflits-là, ce fameux hasard. Et donc, en fait, c'était impossible de faire l'impasse. Donc, le tout, c'était de pouvoir raconter des éléments de cette guerre-là sans que ça devienne trop lourd. Parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire au début. Et en même temps, je voulais quand même la retraverser, parce que comme elle a pas été racontée, comme la guerre d'Algérie d'ailleurs, en tout cas la guerre d'Algérie, la guerre civile algérienne, là, n'a vraiment pas du tout été racontée, pratiquement aussi peu que la guerre du Liban, seulement que par quelques réalisateurs, quelques photographes, quelques écrivains, etc. Il n'y a pas une histoire officielle de cette guerre-là. Eh bien, le temps est... Pardon. Je vois, c'est perturbant, mais ne... Donc en fait, les écrivains remplissent ce rôle. On est un peu les gardiens de la mémoire de cette guerre-là. Les écrivains, les cinéastes, les réalisateurs, les photographes libanais et franco-libanais et de la diaspora, eux remplissent les trous et le vide qu'on doit combler, parce qu'il faut les raconter, ces guerres-là, si on a envie d'aller de l'avant. Moi, ça fait 9 mois que j'ai fait la promotion de ce livre. Partout, on me demande de parler de la colonisation, donc de l'histoire avec un grand H. Et je me rends compte, en fait, qu'on parle essentiellement de considération. La hiérarchie des hommes, la valeur d'un homme, des inégalités, du mépris, voilà. Je pense que d'ailleurs l'Algérie française c'est un grand gâchis, je pense, historiquement, si vous voulez vraiment mon avis. Je pense que c'est un rendez-vous manqué. Vous savez, les Français étaient en Algérie pendant 130 ans. Les choses auraient pu être très différentes si on s'y était pris différemment. 9 enfants sur 10 ne vont pas à l'école. C'était finalement très prévisible. Vous pouvez pas pousser les gens dans la misère, dans l'humiliation absolue, dans la famine, et vous attendre à ce qu'on crée un pays tout à fait... Ils n'avaient même pas le droit à la citoyenneté, parce qu'on disait pas d'eux qu'ils étaient des Français, on disait d'eux que c'était des indigènes ou des musulmans. À part ça... En fait, le problème de l'Algérie française, c'était tout sauf français. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée de la France en Algérie. Le problème, c'est que la France n'a jamais été en Algérie, en réalité. La France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et en fait, on n'a pas mis ça. On n'a pas mis la liberté, on n'a pas mis l'égalité en place, on n'a pas mis... Et c'est ça le grand drame, en fait, de la présence française en Algérie. Ce qui est très triste aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont une histoire très forte avec l'Algérie, qui sont nées en Algérie sur plusieurs générations.
Souvent, 95% sociologiquement étaient des prolétaires, venus de Malte, d'Alsace, de différentes régions. Et à force de 14 juillet, on finit par croire qu'ils étaient plus français que les Français et se sont complètement retrouvés dans un état de choc total, une valise en carton à la main au moment de l'indépendance, parce que c'était leur pays aussi. Moi, je fais partie des rares voix qui dit mais c'était leur pays fondamentalement aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que c'est un gâchis. Moi, ça m'intéresse pas de dire sur combien de générations on remonte. À partir du moment où vous êtes né, où vous vivez dans un pays, c'est votre pays, point à la ligne. Donc, je trouve que la grande histoire, elle est importante. Je parlais tout à l'heure de la citoyenneté française. Mon arrière-grand-père est mort pour la France dans les tranchées à Verdun en 1917, à Besançon. Et je me suis dit, ça m'a rendu très triste quand j'ai écrit mon livre précédent 120 francs parce que en faisant des recherches historiques sur mon arrière-grand-père, je me suis rendu compte qu'il est mort pour la France et que moi j'ai galéré comme pas possible pour avoir la nationalité française. Et je me suis dit, c'est là où il y a des chaînons manquants dans nos histoires collectives. Et c'est là aussi qu'il y a dans ces glissements-là des potentiels ressentiments. Je m'en garde bien, tout va bien. Aujourd'hui, je collectionne les passeports, tout va bien. Mais je pense à tous ceux qui, contrairement à moi, ont la chance d'avoir pu rebondir. Et je me dis, ces failles de l'histoire avec un grand H, on doit leur porter une attention tout à fait particulière si on veut créer de la cohésion sociale et un apaisement collectif. Merci beaucoup. Vous pouvez préparer vos questions puisque on va prendre 10 minutes pour discuter avec vous. Peut-être juste pour clore cette discussion. En attendant, il y a un trait d'humour dans votre livre qui est à part ça d'une grande sobriété et d'une grande pudeur, c'est le moment où vous dites que votre père est mort d'un cancer du côlon et que c'est quand même un comble de l'histoire. Voilà, et ça me permet de juste vous poser une dernière question, Sabile. Ça vous plaît, ça, hein? C'est ça que vous voyez pas, là. On a l'air très et pendant que vous préparez l'adresse de votre chausseur pour Sabile, qui a quand même l'air d'avoir un grand coup de cœur pour vos chaussures et vos chaussettes. Des chaussettes oranges, c'est promis. Qui est peut-être les chaussettes du pape à Milan, je ne sais pas. Sabile, l'humour, vous avez choisi l'humour qui est quand même l'arme des désarmés, hein. L'humour, ce livre, vous l'écrivez avec énormément d'autodérision, de dérision par rapport à votre propre famille. Est-ce que ça s'est tout de suite, juste rapidement pour finir, est-ce que ça s'est tout de suite imposé ce ton-là pour raconter cette histoire qui est quand même jalonnée de grands drames intimes et collectifs? Je me l'impose. Mes 3 livres ont plein d'humour et je m'impose justement à essayer de chercher l'humour et parfois c'est malgré moi, même parfois je le raconte et ça devient drôle et moi au début quand je l'avais écrit j'étais en train de pleurer puis je le fais lire à quelqu'un, il explose de rire et je me dis mais non mais c'était pas ça. Enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi il rit? Et en fait si c'est drôle et je comprends pourquoi ça fait cet effet après. Mais oui, alors je vais pas dire que c'est une spécificité libanaise, pas du tout, mais voilà, c'est comme ça qu'on m'a toujours raconté la guerre du Liban, c'est comme ça qu'aujourd'hui de jeunes Libanais vivent la crise au Liban et là encore la semaine dernière j'étais allé voir des one-man shows de jeunes humoristes libanais qui vivent crise sur crise sur crise et pourtant qui rient de leur quotidien sordide. Voilà, et j'ai été moi, j'ai un héritage de pièces de théâtre, de dramaturges libanais qui ont beaucoup travaillé avec l'humour justement, qui ont utilisé cette matière-là et pendant la guerre du Liban et après pour raconter nos histoires. Et donc je suis un enfant de ça, donc oui, l'humour c'était essentiel, sachant que quand je faisais les entretiens avec mes parents, on passait du rire aux larmes constamment. C'est-à-dire que mon père faisait une blague sordide, on hurlait de rire, 2 secondes après ma mère pleurait, on se mettait tous à pleurer, puis 3 secondes après il y avait une blague sordide, et je voulais garder cette ambiance-là dans le livre aussi, qui raconte quelque chose. C'est très réussi. Magnifique. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des retours de lecture? Je crois qu'il y a un micro qui circule. Merci pour tout ce que vous venez de dire, c'est très beau. Pour Xavier, je voulais vous raconter, peut-être que vous le savez, mais il y a une association des Pieds Noirs, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement leur nom, et à travers eux, il y a des anciens combattants de l'Algérie, français, qui, à leurs 60 ans, ont appris qu'ils avaient droit à une pension en tant qu'anciens combattants. Et ces hommes qui n'ont pas pu parler de ce qu'ils avaient vécu en Algérie
refuse de toucher cette pension, donc il collecte l'argent et il l'envoie pour creuser des puits ou faire des choses en Algérie. Je trouve que ça rejoint un peu ce que vous disiez, ce qui s'est passé en Algérie et les gens qui ont été amenés à torturer sont aussi des victimes du colonialisme français. Je suis absolument d'accord. Merci pour votre témoignage. Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, je trouve ça déchirant, des gens qui, vous imaginez, vous êtes né quelque part. Si on oublie vraiment les jugements, les partis pris, etc., les religions, peu importe. L'idée que vous grandissez quelque part et que probablement en plus vous avez des grands-parents qui sont nés dans ce pays, quel que soit le pays, et on vous dit du jour au lendemain, prenez votre valise en carton, et ces mères qui mettent 3 épaisseurs de pull sur les gamins parce que voilà, elles savent que c'est tout, c'est tout ce qui leur reste. Et elles vont sur le pont du bateau et arrivent à Marseille, on les méprise, on les prend pour des bougnoules, comme on disait à l'époque. C'est terrible. Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule humanité. Ces gens me font autant pleurer que les dits indigènes à l'époque. Et d'ailleurs, sur une note peut-être un peu plus d'espoir, moi, j'invite toutes les personnes qui ont envie, même pas forcément un lien direct, mais d'aller en Algérie. Il suffit de prendre le bateau d'ici, c'est très rapide. Et c'est extraordinaire. Vous verrez l'accueil extraordinaire que vous recevrez. Les gens vous inviteront à manger chez eux, même ceux qui n'ont rien vous inviteront. Et il y a un amour pour les Français qui est extraordinaire. Et il y a une tendresse pour les Français qui est extraordinaire. Et vraiment, les gens ont envie de vous revoir. Ils ont envie de vous rencontrer. Je vous assure. Vous allez dire que vous êtes Français. Il y a un truc que les gens ne savent pas aussi. Par exemple, vous allez à Alger. Si on vous a repéré dans un restaurant, très souvent, à 95% des chances, votre addition sera déjà payée. On vous dira, le monsieur là-bas, il est parti, mais il a déjà payé pour vous. C'est extraordinaire. Et ça, si c'est pas de la fraternité, je sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça que c'est notre rendez-vous à nous, aujourd'hui. De dépasser toutes les amertumes, les ressentiments et tout ça. Même les peurs, je dirais aussi. On a beaucoup de peur en nous. On a emmagasiné beaucoup de toxines et de choses difficiles à avaler. Et je comprends, hein. Mais faut les dépasser, faut aller vers l'avant et je suis très optimiste sur les relations entre la France et l'Algérie. 2 personnes sur 3 ont moins de 30 ans en Algérie aujourd'hui. Donc vous avez affaire à des jeunes, parlez-leur. C'était un message de l'Office du tourisme algérien. Oui, Sabine. parce qu'au restaurant, quand ils les repèrent, t'es sûr que c'est pas besoin de devise. C'est pas les services secrets quand ils les repèrent au restaurant qui prennent des notes plus que l'addition qui est payée. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? C'est terrible. T'es trop optimiste. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis née en Algérie et je voudrais témoigner après ce que vous venez de dire. Mon père est parti en Algérie 50 ans après être parti avec une valise en carton. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion. Et il a été accueilli dans la maison où on a vécu toute notre le temps qu'on a vécu en Algérie, et plus mon père, parce que moi je suis partie à 9 ans et demi. Et quand il est allé dans cette maison, elle était bien sûr habitée par une famille. Ils ont été accueillis comme des rois. Des rois. On leur a fait des couscous. C'est ma collègue de l'Office de tourisme. Voilà, exactement 2. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la maison, il y avait 2 cadres. Et les 2 cadres, c'était des cadres offerts pour le mariage de mon père. Ma mère est décédée. Ils lui ont donné les 2 cadres pour qu'ils repartent. Et mon père a dit, je ne prends que le petit parce que le grand, je pourrais pas le mettre dans l'avion. Mais moi, c'est des choses qui me touchent. Et l'Algérie, c'est... Ah là là. C'est votre pays. Ah ouais, c'est mon pays. Oui. Est-ce que il y a un truc qui est pas encore clair? C'est votre pays, l'Algérie. La France et l'Algérie, c'est une histoire d'amour. Ne croyez pas les propagandes qui viennent de je ne sais où qui vous font croire que nous sommes des pays hostiles. Et c'est vrai qu'il faut rencontrer les gens. C'est plus possible. Il faut dépasser. Ça fait 60 ans l'indépendance. Il faut qu'on passe à autre chose. Et vivons cette histoire-là. Elle est belle. Elle est pleine d'opportunités. Et pas seulement commercial. Mais ce sera l'occasion d'échanger des chaussettes oranges, de discuter de littérature, de faire plein de choses. Il faut la vivre, cette relation, elle est belle. On a encore quelques minutes, profitez-en. Attendez, parce que il y a des micros qui circulent et il y a des mains qui se lèvent.
Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour ce moment, pour cet échange que je trouve extrêmement enrichissant. Merci. Parce que moi j'ai lu Beyrouth sur Seine et j'ai été en contact. Moi, je suis française de France, mais j'ai été en contact par l'intermédiaire de ma famille avec la guerre du Liban. Beaucoup en contact. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je m'appelle Elisabeth. Et t'as un rencard là. Je crois que t'as un ticket là. Je vous ai pas trouvé sur Tinder. Et donc pas... j'ai été j'ai trouvé extrêmement émouvant cet ouvrage, et moi qui l'ai vécu par l'intermédiaire d'autres personnes, ça évoque énormément de choses. C'est très ça évoque. Et donc un grand merci, et un grand merci aussi parce que je trouve particulièrement intéressant et enrichissant de vous entendre parler de la conception et du comment c'est arrivé, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, et voilà, je trouve ça passionnant. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question là, monsieur. Ouais. C'était une petite question par rapport au silence que vous avez évoqué tous les deux par rapport à l'histoire familiale. Quelle a été la réaction de vos parents ou de votre mère, je ne sais pas, après la publication ou à la lecture du livre Alors moi, mon père, au début, il a rien dit. Comme tout bon père arabe, il l'a lu en un soir, puis il m'a juste appelé pour m'insulter, voilà. Mais finalement, c'est lui qui l'a traduit en arabe. On va le sortir au Liban à la fin de l'année. C'est lui qui a traduit la première version, et là, je suis en train de reprendre un peu la version parce que je veux le rendre un peu plus léger dans la traduction, et j'ai remarqué qu'il n'avait strictement rien censuré, donc j'imagine qu'il a tout bien pris. Pour ma mère, c'était plus compliqué parce que je parle de frères à elle qui ont pris des armes, etc., et de cousins à elle aussi, et c'est un sujet dont elle veut vraiment pas parler, donc elle l'a lu plus tard. Et voilà, elle m'a dit très bien, bravo, voilà, bon, elle est très fière de son fils, vous imaginez bien le truc, mais voilà, on va pas trop parler de ces sujets-là. Et après, mes oncles et mes tantes au Liban, etc., pour des raisons politiques, etc., de prise de position que j'ai pris, et ce livre a encore ajouté quelque chose, on se parle plus vraiment. Et voilà, les livres n'aident pas non plus. Votre mère n'a pas lu le livre, certainement? Elle ne sait pas lire et écrire. Voilà, c'est pour ça que je disais. Je viens d'une fratrie de 9 enfants. C'était une équipe de foot. Et donc, voilà. Après, c'est une question intéressante, la question des réactions des familles et tout ça, parce que moi, mon ambition, c'est pas un témoignage sociologique, c'est de la littérature, et de la belle littérature. Et donc, j'entends par là arrêter mon récit à la dernière ligne. Si j'ai d'autres choses à dire, j'ajoute des pages. Et donc, je veux pas faire du commentaire familial ou du déballage public. Il y a beaucoup de pudeur dans ce livre. Il faut savoir que le manuscrit initial, j'ai retiré 21 chapitres de la version de départ la veille du comité éditorial. Autrement dit, ça devait être bouclé. Et j'ai dit non, en fin de compte, je vais retirer 21 chapitres parce que je voulais pas excentrer la promesse initiale qui était de raconter mon père en me racontant un peu trop, puisque je suis le narrateur du livre. Et j'estimais qu'il fallait garder une certaine pudeur. Je voulais pas tomber dans l'écueil du règlement de compte. J'ai quitté, certains quittent le Rwanda, moi j'ai quitté la Normandie. Ça a été mon exil à moi, voilà, 20 ans, je suis menacé de mort, des menaces homophobes, et voilà, et j'aurais pu développer les menaces d'égorgement de mes grands frères, j'aurais pu développer tout ça, je l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était pas le lieu, j'avais pas de compte à régler comme ça. Et en plus, sincèrement, c'est pas je suis vraiment dans l'apaisement en ce qui les concerne, c'est-à-dire je souhaite d'être très heureux. Et je pense que nous avons, eux et moi, hérité de la même violence, du même héritage, de la même guerre. Et je pense qu'on l'a géré chacun comme on a pu. Quand vous êtes né pauvre, la seule chose que vous avez, c'est votre honneur. Et si vous représentez à un moment donné une source de déshonneur, ça ne justifie aucune violence ni aucun discours belliqueux, mais ça peut expliquer, dans un contexte qui était celui de l'époque, une tentative de vouloir régler cette source de déshonneur. Alors c'est malheureux parce que là on parle de m'égorger en l'occurrence, ce qui serait un peu dommage. Mais voilà, j'ai vraiment, quand je vous dis il faut dépasser le ressentiment, c'est-à-dire que je suis capable de vous dire que je leur souhaite d'être très très heureux, que j'ai pas, et je veux pas rentrer dans une sorte de, je sais que c'est très à la mode les écrivains qui font du déballage public, qui règlent leurs comptes familiaux, etc. C'est pas du tout ma démarche. C'est-à-dire que ce livre c'est vraiment votre livre à vous,
À la limite, ça vous concerne plus vous que moi. Parce que vraiment, c'est un livre d'utilité publique. Je l'ai écrit pour vous. C'est de la littérature. C'est votre histoire, peut-être plus votre histoire que la mienne. Regardez les témoignages qu'on a écoutés tout à l'heure. Et donc, il se trouve que j'ai utilisé le biais cognitif de ma vie à moi parce que je la connais à peu près. Mais franchement, ça me dépasse complètement. Dans 50 ans, dans son temps, on s'en fout de Xavier Leclerc. Ce qui compte, c'est le véhicule dont il est question et qui fait de la littérature universelle. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, je veux juste vous rappeler que Sabile Goussoub et Xavier Leclerc seront en dédicace tout de suite, donc n'hésitez pas déjà à repartir avec leur livre et on n'a pas d'héritage. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous les deux d'être venus à Marseille pour parler de vos livres et puis bonne suite de festival. Le festival Oh les Beaux Jours remercie Sabile Goussoub et Xavier Leclerc, ainsi que Salomé Kiner qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du MUSEM qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Oh les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.